Raison pour laquelle je pense que la maison était très cultivée. En la regardant à nouveau, c'est parce que nous étions tous presque en colère et espérions penser à F comme ce genre d'homme vraiment bon. Vous avez commencé à ressentir que ce qui était rapporté dans les médias ne correspondait pas à la réalité? C'est pas ce qu'ils disent dans les médias. Un homme agréable. Un autre aspect qui évoque une secte, c'est la facilité avec laquelle on pouvait s'isoler du monde extérieur là-bas. Quelles sont les expériences qu'une femme devait traverser pour se consacrer en tant que lapin Playboy en vue? Quels secrets sordides ont été révélés après la mort du fondateur de cette marque emblématique? Comment les abus ont-ils réussi à se perpétuer pendant tant de décennies? Nous allons aborder ce sujet et bien d'autres dans ce rapport. En ce moment même, depuis notre téléphone portable, nous pouvons accéder à des services comme OnlyFans et trouver toutes sortes de contenus pour adultes. N'importe qui peut être la star de son propre film XXX et gagner de l'argent avec cela. Pas besoin d'aller si loin si vous voulez. Il suffit de découvrir comment rendre monétisables les fétiches des autres pour que nos coffres virtuels ne cessent de croître. Mais ce n'a pas toujours été le cas. Il y avait un temps où les stimuli érotiques étaient limités à des spectacles en direct de réputation très douteuse. Des spectacles illégaux, dans la plupart des cas, qui souvent ne prenaient pas en compte le bien-être de ceux qui y participaient. L'accès à certains matériaux classés comme interdits était tout simplement un luxe pour très peu d'élus. Mais quelque chose est venu briser les tabous et a sorti de la clandestinité des intérêts que la morale avait cachés sous le tapis. Ce point d'inflexion, décisif en ce qui concerne le divertissement sexuel, a été renforcé ni plus ni moins que par un magazine. Un magazine qui est devenu un véritable symbole de son époque. Un magazine qui présentait les nouveautés de l'industrie automobile haut de gamme. Des récits d'écrivains renommés, des guides de liqueurs exotiques pour les gourmets ou des interviews d'acteurs de caractère. Cependant, ce n'est rien de tout cela qui a placé ce magazine sur le podium des plus achetés par le public masculin. Mais plutôt les séances de photos sophistiquées qu'il contenait, des séances qui montraient les divas du moment nu. Et, cela dit ou non, d'une manière métaphorique. Un tel fut le succès de ce magazine qu'il a rapidement eu besoin d'un lieu physique propre, loin des bureaux de la rédaction. Et ainsi, comme Disney l'a précisé, d'un parc d'attractions et d'un véritable château pour amplifier ses concepts. Ce magazine a étendu ses tentacules et beaucoup de ses fondements se sont matérialisés dans une sorte de bunker secret. Nous parlons d'une tanière qui serait le miroir définitif de tout un empire, qui finirait, comme tous les empires, dans une spirale de décadence et de monstruosité. Voici le côté sombre de la mansion Playboy de nos jours. Avant de commencer, j'aimerais que vous me disiez si vous avez déjà eu accès à un magazine Playboy. Comment avez-vous obtenu cette voiture? Est-ce un cadeau, un achat ou un héritage? Je veux lire vos histoires concernant ce magazine et je vous laisse aussi une question. Voyons si vous savez qui a été la première célébrité à apparaître dans le magazine Playboy. Je veux lire vos commentaires. Laissez aussi des suggestions pour de futures vidéos. Je vous rappelle qu'il existe une version non censurée et sans publicité de 24 heures avant le reste. Pour les membres de cette chaîne, pour rejoindre le clan Mephisto, cliquez sur le bouton rejoindre ci-dessous et choisissez l'adhésion numéro 2, Maître Obscur. Bon, maintenant commençons. Le rêve américain humide. En 1953, le premier numéro de Playboy est sorti sur le marché comme une réponse décontractée au puritanisme et au modèle corseté que les États-Unis promouvaient depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les images innocentes et idylliques des illustrations de Norman Rockwell, représentant une société soignée, monogame et pudique, étaient désormais derrière nous. Il est bien connu que chaque action provoque une réaction de même intensité, mais dans le sens opposé. Ce n'est pas qu'un simple proverbe. Il s'agit de la troisième loi de Newton, et, comme n'importe qui peut le vérifier, elle fonctionne aussi bien pour la physique que pour la sociologie. Après des années d'imposition, les Américains voulaient maintenant du rock'n'roll, des voitures rapides et des filles joyeuses en jupe courte. Il n'est donc pas surprenant que Playboy ait acquis une place privilégiée dans la culture populaire. D'abord en Amérique du Nord, puis presque partout sur la planète.
Le magazine et tout son contexte ont grandi et se sont étendus pour former la Playboy Enterprises Incorporated, qui est devenue l'une des marques les plus reconnues au niveau international. Comparable à de véritables monstres comme Adidas ou Coca-Cola. Mais comme il est logique, cet empire des fantasmes avait un côté sombre. Malgré les signes avant-coureurs que quelque chose clochait dans la mention Playboy, le véritable scandale a éclaté en 2017, lorsque le magnate nonagénaire des Playmates, Hugh Hefner, a dit adieu pour toujours aux fêtes et aux draps de soie. Pour beaucoup, Hefner était quelque chose comme un héros d'une époque dorée. Une époque que beaucoup voulaient se souvenir comme une sorte d'innocence ludique, malicieuse et souriante. D'autres prédisaient qu'après la mort de l'homme, tout allait s'effondrer, et la vérité est qu'ils avaient un peu raison. La coercition avec laquelle cet homme a imprégné son environnement était si grande qu'il a fallu attendre qu'il ne soit plus en vie, pour que les voix qu'il avait ordonné de se taire commencent à gagner de l'espace. C'est alors qu'il a été découvert que cette maison, qui était vendue comme le lieu des rêves de plaisir, était en réalité une maison de cauchemar. Mais ne nous précipitons pas. Avant d'aller au témoignage des victimes, des gens qui ont vécu dans cet endroit, il est nécessaire que nous commencions par le début. Histoire d'un enfant réprimé. Le 9 avril 1926 naîtrait à Chicago, celui qui donnerait vie à l'un des lapins les plus emblématiques de la culture. Non, nous ne parlons ni du créateur de Roger Rabbit, ni de celui de Bugs Bunny. Hugh Hefner, loin des dessins animés, serait le cerveau derrière tout ça. Derrière un logo qui continue aujourd'hui à susciter les opinions les plus variées, Hugh, qui serait plus tard rappelé pour son style de vie très élevé, a passé ses premières années dans une situation plutôt humble. La Grande Dépression faisait des ravages parmi le peuple américain et le garçon s'isolait du gris environnant, se réfugiant dans les bandes dessinées et les films de l'époque. Alors que les adultes parlèrent de la difficile situation économique du pays, il laissait son imagination s'envoler, rêvait de paysages fantastiques et construisait des situations étranges dans son esprit. Cette fascination pour la création de monde n'était pas approuvée par ses parents, qui étaient des méthodistes orthodoxes. Et ils n'appréciaient pas que leur petit détourne son attention des apprentissages qu'ils considéraient comme plus nobles. Imaginez leur réaction lorsque le petit, avec un peu de curiosité, leur a demandé à propos du sexe. Ils voulaient en savoir un peu plus à ce sujet. Et vous vous direz, eh bien, qu'ont-ils fait? Ont-ils évité la question? Ont-ils répondu? Qu'est-ce qui s'est passé? Essentiellement, ce qui s'est passé, c'est qu'ils l'ont puni. Comprendre rapidement que sa maison était une terre d'interdiction. Le jeune homme, après avoir servi dans l'armée vers la fin de la Seconde Guerre mondiale, a étudié la psychologie à l'Université de l'Illinois. Son plan pour ouvrir son esprit à de nouveaux horizons. Et ce détail peut être très révélateur, car c'est à la psychologie que Hugh s'est tourné lorsqu'il a conçu son concept pour le magazine qui le rendrait célèbre. De plus, c'est sur la base de jeux mentaux complexes et pervers qu'il a maintenu sa vie privée tumultueuse. Sa personnalité inquiète l'a amené à chercher des moyens de communiquer ses idées à de plus en plus de personnes. Il n'a donc pas tardé à montrer un intérêt notable pour le monde de l'édition. Ingénieux lorsqu'il s'agissait de rédiger, il a travaillé pour le magazine étudiant Jaff, une publication à caractère humoristique. Peu à peu, il est devenu évident que son sujet préféré était la sexualité. Dans Jaff, on pouvait déjà percevoir les prémices de ce que deviendrait Playboy. Comme la présence d'un modèle en couverture et la description d'elle écrite par Hefner, quelque chose de similaire à ce qu'il a ensuite appelé Playmate. En même temps, le futur grand entrepreneur a épousé sa première femme, Mildred Williams, la femme avec qui il a perdu sa virginité, selon ses propres dires. Peu après, ils ont eu 2 enfants. Apparemment, ils étaient une jeune famille avec un avenir prometteur. Cependant, Hugh avait l'impression de vivre une mascarade. Il avait un travail créatif, une femme, des enfants, il avait répondu à plusieurs des attentes avec lesquelles il avait été élevé, mais cela ne le satisfaisait pas complètement. Alors, lors de ses longues nuits d'insomnie, il a commencé à donner libre cours à un projet qui hantait ses pensées depuis longtemps. Jeff, comme on le connaissait aussi, avait en tête une nouvelle revue. Une publication chargée d'érotisme qui cherchait à transformer jusqu'au dernier des rêves romantiques des messieurs en réalité. L'idée de Hugh était claire, embrasser le plus pur des hédonismes, et renverser cette idée démodée qui disait que le sexe devait toujours se produire dans les limites du mariage.
Avec ses prémices, rôdant autour de ses plus hautes ambitions et grâce au prêt d'amis et de famille, il a donné le coup d'envoi à Playboy. Il a sorti un premier numéro impressionnant, avec un brillant atout dans sa manche. Il avait acheté une photographie de Marilyn Monroe nue, une image qui avait été prise avant que l'actrice ne devienne célèbre. Et qu'a-t-il fait avec elle? Il l'a utilisée comme un dépliant central. Cette première édition comprenait un éditorial écrit par Hefner lui-même, où il exposait la philosophie de son invention. Une déclaration de principe qui a rallié des millions d'hommes à sa cause. Parce qu'il ne s'agissait pas seulement de femmes voluptueuses, mais aussi du soutien à la liberté d'expression, du journalisme incisif et sérieux et de la littérature de haut niveau. Ce premier numéro n'avait pas de date, car Hefner pensait que Playboy pourrait échouer et qu'il n'aurait jamais fait un deuxième numéro. Mais nous connaissons déjà la fin de l'histoire. Et cela n'allait pas se terminer par cette anecdote, car Playboy était là pour rester, la formule excitante du succès. Pour 1960, Playboy et Hefner étaient au sommet. L'Empire de l'Homme comptait, parmi ses investissements, une chaîne de clubs nocturnes, d'hôtels et de casinos. Et une légion de lapines qui animèrent les soirées avec des oreilles postiches, des vêtements suggestifs et des bas noirs. Mais la bonne série a duré jusqu'aux années 70, lorsque la voie avait déjà été pavée, et d'autres propositions ont fait leur entrée sur le marché. Des propositions beaucoup moins raffinées et un peu plus explicites, qui profitaient du climat de libération pour tout miser sur le matériel graphique. Des magazines comme Hustler, fondé par le légendaire Larry Flynn, sont sortis pour contester le monopole de Playboy sur le marché masculin. De plus, l'industrie du cinéma pour adultes touchait le public de manière plus directe. Et la déclaration de principe faite par Hefner dans ce premier numéro de Playboy commençait à devenir obsolète. Comme on dirait aujourd'hui, trop de texte. Mais il n'est pas facile de renverser un géant et Playboy a relevé le défi et étendu sa ligne commerciale. Ainsi, sans crainte d'explorer de nouvelles voies, la marque s'est lancée dans la compétition dans les domaines de la vidéo, du cinéma et des nouvelles technologies. En d'autres termes, le lapin avec le nœud de gentleman a retroussé ses manches pour livrer bataille. Parallèlement, Hugh a commencé à vivre dans la mansion Playboy, qui depuis 1959 jusqu'à 1974 se trouvait à Chicago. Il se déplacerait ensuite à ses coordonnées finales. Située à Beverly Hills, la maison de Hugh Hefner est devenue un symbole de fête et d'orgie pendant les 3 décennies suivantes. Des actrices, des mannequins, des célébrités et des artistes s'y retrouvaient. C'était la Mecque pour ceux qui cherchèrent des contacts, toutes sortes d'excès et bien sûr des playmates. Actuellement évaluée à 200 millions de dollars, selon le site Mansion Global, la propriété a environ 1360 mètres carrés. Parmi les luxes qu'elle contient, il y a un zoo, une maison de jeux, des piscines et une forêt privée. On ne pouvait que spéculer sur ce qui se passait et se disait à l'intérieur de la Playboy Mansion, comme ce qui se dit de Las Vegas. Ce qui se passait là-bas y restait. La curiosité populaire a vite fait de multiplier les histoires, à tel point que personne ne savait plus distinguer ce qui était vrai de ce qui était inventé, générant une ambiguïté opportune qui, loin d'être dangereuse, ne faisait que séduire de plus en plus le public en général. En 1989, Hef s'est marié pour la 2e fois avec Kimberly Conrad, l'une de ses bunnies. Ils ont eu 2 enfants et ont vécu ensemble dans le manoir. Cependant, en 1998, le couple s'est séparé. L'homme s'est marié une 3e fois en 2012 avec la bunny Playboy Crystal Harris. Finalement, elle est devenue sa veuve et plus tard, dans cette histoire, nous verrons le rôle qu'elle a fini par occuper. Hugh a fini par s'imposer comme un personnage de la culture pop américaine lorsqu'il a travaillé dans une émission de télé-réalité qui le suivait à travers l'intérieur éblouissant de sa propriété. Le sujet allait de là à là avec sa robe, se montrant toujours insouciant et prêt à se livrer aux plaisirs les plus divers. Et il faut le dire, pour l'homme moyen de cette époque, Hugh Hefner était quelqu'un à admirer. Cependant, arrivé en 2012, son magazine et ses clubs nocturnes ont commencé à recevoir de vives critiques pour leur vision misogyne et discriminatoire. Grâce à de nouveaux outils critiques, la façon dont Playboy traitait la femme a été examinée sous un nouvel angle. Et il est devenu clair que cela marquerait la fin d'une vision du monde entier. À ce moment-là, Hugh a commencé à apparaître comme une sorte de méchant pour beaucoup. Un homme qui avait symboliquement réduit les femmes au rôle de simples servantes.
Il se murmurait depuis longtemps que l'empire de Hugh Hefner cachait quelques squelettes dans le placard, principalement parce que tous les empires ont un squelette. Les questions sont rapidement fusées. Alors, tout ce qui avait été dit pendant si longtemps, pourrait-il être vrai? Des choses horribles se passaient dans ces domaines, et encore une fois les spéculations, cette fois-ci plus intenses. Personne ne s'attendait à ce qui allait se passer après le 27 septembre 2017. Ce jour-là, le grand magnate est décédé à l'âge de 91 ans de cause naturelle. C'est alors que, enfin, toute l'horreur que les murs de la mansion avaient témoignée a été révélée. Une fois de plus, la réalité surpasserait la fiction. Et c'est ainsi que notre histoire revient au début en ventilant la mansion. Les célèbres lapines de Playboy étaient le visage visible de l'entreprise, une sorte de mascotte en chair et en os qui, paradoxalement, se dressait comme une sorte d'emblème de la libération féminine. Glamoureuses, belles et attirant tous les regards, on avait l'impression qu'elles étaient les véritables propriétaires de l'entreprise. Et de tous les coins du monde, les candidates se présentaient pour faire partie de cette armée d'élite de beauté. Les avantages apparents d'être une Playmate Playboy étaient nombreux. Des fêtes, une exposition médiatique, la possibilité de prendre contact avec des agents et des cadres de haut niveau dans le monde du spectacle. Un premier pas pour, avec un peu de chance, avoir une chance d'être la prochaine Marilyn Monroe. La partie la moins commentée était qu'au mieux, elle pouvait aspirer à faire partie du harem personnel de Hugh Hefner. En 2022, toutes ces rumeurs, ajoutées à un bon nombre de plaintes accumulées au cours de 60 ans, ont été organisées et mises à jour. Dans une série documentaire intitulée « Les secrets de Playboy », Alexandra Dean, qui est à la tête de ce projet documentaire qui cherche à disséquer l'intimité sordide. Après cette marque, elle a recueilli des témoignages d'anciens employés, de Playmates et de personnes proches de Hefner. Soutenue par les propos de Crystal Hefner, la dernière femme de l'entrepreneur. La documentariste n'a pas hésité à montrer pour la première fois une image plus réelle de ce qui se passait derrière les portes de la maison la plus désirée du monde. Bien qu'il était évident que les femmes étaient à l'actif le plus important de l'entreprise, il y avait quelque chose qui restait sous le radar de la presse. Les fêtes à thème, qui étaient des événements et des réunions avec des personnages de niveau international et qui incluaient des services de prostitution very important person. Ce qui est sombre dans cette affaire, c'est que le consentement n'était pas toujours une condition indispensable pour la réalisation du service. Que ce soit par coercition, manipulation psychologique ou même par la force. Les gros bonnets qui se rendèrent sur les terres de Hefner parvenaient toujours à obtenir ce qu'ils voulaient. Selon ses proches, Hugh Hefner ne faisait pas la distinction entre amis et ennemis. Jennifer Saginor, fille de son meilleur ami qui était aussi son médecin personnel, a grandi dans la mansion Playboy depuis l'âge de 6 ans. Pour elle, c'était comme sa deuxième maison et elle a pu voir Hefner de près, agissant d'une manière qui se rapprochait plus de celle d'un tyran brutalisé par le pouvoir que d'un oncle bonhomme. L'aura de glamour que dégageait la maison a attiré, entre autres, Holly Madison, une jeune femme qui en l'an 2000 voulait rejoindre l'équipe des Lapines. Éblouie par des figures comme Pamela Anderson et Anna Nicole Smith. Pour en apprendre davantage sur Anna Nicole Smith, je vous invite à visionner la vidéo en ligne. Pas sur cette chaîne, mais sur mon autre chaîne, Le Jour Que. Cette vidéo s'intitule « Le jour où Anna Nicole Smith est morte ». Je vous invite à la regarder via le lien que je vais vous laisser. Sinon, vous pouvez la trouver sur YouTube. Continuons. Il était connu que Hefner avait 5 ou 6 petites amies à la fois, parmi lesquelles il y avait une favorite. Ce rôle de fille gâtée était un poste très convoité et plein d'avantages, mais aussi de pression constante. Holly a réussi à occuper ce poste pendant 7 ans et a confirmé ce que d'autres avant elle avaient déclaré. Hefner décidait quand et où ses petites amies pouvaient parler. De plus, il avait pour elle une série de règles à suivre. Des règles couvrant tout, de la couleur de teinture à utiliser au contrôle total de leur routine. F décidait même quel type et quelle couleur de vernis à ongles elles devaient mettre, et leur interdisait strictement le rouge à lèvres rouge. Cela pourrait être, comme beaucoup l'ont souligné, une technique de manipulation psychologique typique d'un contrôleur compulsif. Les rumeurs disaient que Hefner ne tolérait pas le rouge à lèvres rouge pour des raisons mystérieuses, et toute une série de théories a été tissée autour de ce fait. Mais la vérité semble être beaucoup plus simple.
Le sujet voulait montrer qu'il contrôlait tout ce que faisait son entreprise. Il a clairement indiqué que les femmes qui venaient en vivre sous son toit n'étaient que de la marchandise. Un investissement qui pourrait être abandonné sans cligner des yeux si elles sortaient du plan et osaient remettre en question les dictats de leur patriarche. De plus, dans les années 2000, Hefner avait plus de 70 ans, et son royaume privé montrait déjà des signes d'une décadence pathétique. Les pièces de la maison, décorées pour la dernière fois dans les années 70, avaient conservé le même aspect depuis. Comme le dirait l'une des Bunny, cela ressemblait à un film porno tourné sur le plateau de James Bond. Mais si ce qui se passait à l'intérieur de la maison était effrayant, la structure soigneusement articulée qui avait été construite autour pour empêcher que quelque chose de l'horreur ne transparaisse était bien pire. Une équipe de nettoyage était chargée de supprimer les déclarations, scandales et nouvelles, qui mettraient en lumière les agressions subies par les mannequins et le personnel féminin. Des femmes battues, droguées et abusées, et même enlevées comme esclaves sexuelles. Pendant des jours, elles étaient retirées de la circulation et transformées en parias par la même élite qui les avait violemment utilisées. Elles découvraient tardivement que leurs histoires étaient condamnées à disparaître. Elles avaient tout le mainstream et le jet-set prêts à mettre toutes leurs ressources pour les faire taire. Hugh Hefner avait réussi à établir un réseau pour soutenir son pouvoir et ainsi pouvoir commettre une série illimitée d'abus. Après la mort de son mari, Crystal Hefner a donné plusieurs interviews. Curieusement, elle l'avait défendu contre toutes les attaques et accusations antérieures. Mais après que le magnate ait passé l'arme à gauche, elle a décidé de changer sa version et de témoigner de tout ce qu'elle a vécu tout au long de son mariage dans la maison Playboy. Mais pourquoi ce soudain revirement dans ses propos? Selon Crystal, grâce à la thérapie, elle a réalisé avoir été victime de maltraitance et de manipulation. Un fait non négligeable, Crystal a rencontré Hugh Hefner quand elle avait 21 ans et lui 80 ans. Parmi les révélations de première main que l'ex-épouse de Hefner a faites à la presse, elle a déclaré qu'un couvre-feu avait été imposé à la résidence à 6 heures du soir. Dans ce sens, Hugh Hefner était méthodique, frôlant la maniaquerie. La maison devait être calme pour qu'il puisse profiter de son dîner, qui était toujours la même soupe de poulet au fromage. Il s'allongeait ensuite pour regarder ses films favoris. C'était une période de repos pour ce qui allait suivre, une intense session de sexe en groupe, dans laquelle toutes les personnes vivant dans la maison, à l'exception du personnel de nettoyage, étaient obligées de participer. Selon Crystal, au fond, tout était une sorte de rituel que Hefner organisait pour ne pas ressentir le passage du temps. Parce que la vérité est qu'il était un vieil homme et tout le monde se dépêchait de le satisfaire pour garder leur place dans l'entreprise. En fait, toutes ses lapines préférées devaient passer par les orgies organisées dans la maison, comme une sorte de test pour prouver qu'elles étaient dociles et bien disposées. Crystal se rappelle sa première confrontation avec l'une de ces fêtes. Le nombre de gels et de jouets sexuels présents dans toute la pièce, remplie de miroirs, lui semblait presque surréaliste. Et cela sans parler de la quantité de drogue et de plus en plus de zoophilie, rendant la situation de plus en plus trouble. Une expérience traumatisante avec laquelle la femme a dû vivre pendant des années, jusqu'à ce que enfin, après la mort de son mari, elle ait pu la traiter en thérapie. Je pense qu'elle avait en réalité le syndrome de Stockholm, a résumé Crystal avec chagrin. D'autres détails ont émergé de la part d'autres favorites des années précédentes, comme la manie de Hefner, pour ne pas utiliser de protection et utiliser de l'huile pour bébé comme lubrifiant lors de ses rencontres intimes. Malgré le fait que cela ait causé des infections et des problèmes gynécologiques chez ses partenaires, et même avec une ordonnance médicale, il a refusé d'abandonner la pratique. Et il avait toujours le dessus. Contredire Hugh Hefner était un billet de sortie immédiat. Il n'a pas non plus écouté ses médecins lorsqu'ils l'ont averti qu'il abusait des célèbres pilules bleues, le Viagra. À cause de cela, il a souffert de l'un des effets secondaires indésirables les plus connus. Il a perdu l'audition, d'un côté, face au prévisible. Je te l'avais dit de ses proches. Il a répondu qu'il préférait 1000 fois devenir sourd plutôt que de renoncer au sexe. Et en cela, peut-être qu'il n'y aurait rien eu de mal, sauf que Hugh Hefner était un prédateur sans scrupules. Non seulement les bunnies du harem de Hefner ont brisé le silence après sa mort. L'un de ses majordomes, qui était resté à son service et a vécu dans la maison pendant 18 ans,
a confirmé ce que disaient les déclarations de toutes les femmes qui ont vécu et souffert du régime strict. Derrière les portes de Playboy, Brian Horowitz a été majordome de la maison de 1997 à 2016. Dans une interview pour le podcast Girl Next Level, il a également parlé des directives strictes qui existaient dans la maison concernant les relations entre le personnel et les femmes. On considérait que tous les modèles qui vivaient dans le manoir étaient les petites amies de Hugh Hefner, et il était strictement interdit d'établir des relations proches avec le personnel. Bien entendu, ces règles n'étaient pas toujours suivies, et derrière le dos du propriétaire, une série d'aventures s'est produite dont beaucoup ont gardé le silence. Le glamour et les excès vont souvent de pair, et il suffit d'avoir une règle à portée de main pour être tenté de la briser. Aujourd'hui, l'un des fils de Hugh Hefner, Marston Hefner, qui a 33 ans, a ouvert un compte OnlyFans, où il a commencé à vendre du contenu intime. Pauvre. Héritier d'une grande fortune. Beaucoup se demandent pourquoi une plateforme de contenu pour adultes aurait besoin de recourir à cela, et la réponse est au moins étrange. Il se trouve que Master Hefner est un fanatique de Pokémon, et ce qu'il collecte sur son profil OnlyFans est destiné à acheter des produits de la franchise. Pense-t-il que ses hobbies doivent être payés par lui-même avec son propre argent? Et bien qu'il soit marié et que sa femme ne soit pas très favorable à l'initiative de Marston, il continue d'avancer. Curieuse décision que le fils de celui qui a bâti un empire en vendant la sexualité des autres ait décidé de vendre sa propre sexualité pour acheter des jouets innocents. D'autre part, Crystal Hefner a décidé de surmonter son passé en aidant ceux qui ne le peuvent pas. Et elle s'est inscrite à l'université pour obtenir un diplôme en psychologie, tout en travaillant comme entrepreneuse dans le monde des NFT. L'histoire et les secrets de la Playboy Mansion ont fait la une des journaux et des émissions spéciales à la télévision. Le scandale s'est étendu, mais s'est aussi affaibli avec le temps. 6 ans après la mort de l'homme qui a décidé de modeler l'érotisme selon ses propres règles. Beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. L'héritage de Hugh Hefner a été réparti entre ses 4 enfants et une bonne partie a été donnée à des institutions caritatives. Que tout reste dans une sorte d'hermétisme semble répondre à la même logique, donc tout est resté caché pendant que l'homme était en vie. Pourquoi tous montraient-ils une telle loyauté envers ce monstre? La réponse est simple. Il a été découvert que le manoir Playboy avait des centaines de caméras et de microphones cachés dans ses chambres. Qu'est-ce que cela signifiait? Cela signifiait que pendant des années, Hugh a été le sage gardien des secrets sombres de ces célébrités et personnes de pouvoir qui venaient chez lui pour assouvir leurs désirs. Alors son impunité a été entrecoupée d'une série d'extorsions. Il n'y a pas de preuves, mais pas de doute non plus. Le lapin. Le fondateur du magazine Playboy a vendu la mansion de Los Angeles avant de mourir, mais on lui a permis de continuer à y vivre jusqu'à son décès. Maintenant, le célèbre palais des fêtes est entièrement rénové, alors que son nouveau propriétaire tente de le ramener à un état habitable. L'endroit a été pris d'assaut par des pilleurs quand personne n'y vivait. Selon le magazine américain Globe, les chambres, y compris celles de Jeb, ont été dépouillées de choses comme des jouets sexuels, des statues dorées, des draps usagés et de la lingerie. Des œuvres d'art précieuses ont également été emportées. Même, ils assurent, des pièces de maçonnerie ont été enlevées en guise de souvenir. Darren Metropolis l'a acheté en 2016 pour 100 millions de dollars et l'a simplement abandonné pendant un certain temps. Finalement, maintenant, après l'intervention de certains fonctionnaires de la ville pour la transformer en monument historique, il a accepté de restaurer la maison à sa grandeur originale. Le bien et le mal ont tendance à se relâcher par rapport à l'époque, alors qu'aujourd'hui même les limites sont floues et les discours ne sont pas capables d'embrasser toutes les facettes d'un même phénomène. Le cas de la Playboy Mansion nous fait réfléchir sur le business caché derrière le sexe et le rôle que les hommes et les femmes ont joué dans cette affaire. Nous pourrions également ajouter que le pouvoir, comme on le sait, corrompt, donc le pouvoir absolu, corrompt absolument. Il est tout aussi connu que les propriétaires des empires ont toujours eu tendance à se créer des dieux. Au moins à l'intérieur de leurs 4 murs très coûteux avec piscine et solarium. De son côté, Playboy Enterprises a décidé de fermer la version papier du magazine en 2020. Maintenant, tout changera avec sa nouvelle plateforme, centrée sur le mécénat et les contenus numériques. Playboy se transforme pour s'adapter au temps, comme les tentations se transforment pour s'adapter au marché. Y a-t-il quelque chose de mal à explorer la sexualité?
Bien sûr que non. Ce qui est mal, c'est qu'après cela, les perversions de l'humanité et l'abus de pouvoir changent de nom et continuent à se reproduire comme de innocents petits lapins. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que l'histoire de la Playboy Mansion vous a plu. Nous devons faire la vidéo du jour où Hugh Hefner est mort pour l'autre chaîne, pour le jour où je ne l'ai pas encore fait, donc je promets de le faire bientôt. Pour le moment, n'hésitez pas à liker, vous abonner, activer les notifications et suggérer de futures vidéos. Je vais vous laisser une paire de vidéos ici pour que vous continuiez à faire le marathon. Je remercie tous les membres du clan Mephisto présents ici et à mes côtés. Sans plus attendre, je vous dis au revoir. Magno Mephisto, ravi de vous avoir eu avec moi. À la prochaine vidéo.